La franc-maçonnerie et les courants juifs modernes, entre rituels secrets et grands mythes. L'une des organisations les plus mystérieuses et les plus secrètes, une organisation secrète énigmatique qui suscite la controverse. Un réseau complexe de symboles. Un nom qui, à lui seul, suffit à raviver toutes les peurs liées aux conspirations et aux plans censés contrôler le monde et en redessiner le cours. Ses racines s'étendent jusqu'à des époques très anciennes, où les idées philosophiques s'entremêlent aux croyances religieuses et où ces rituels sont liés à la société juive moderne. Il s'agit de la franc-maçonnerie. Entre réalité et rumeur se cachent des secrets et des zones d'ombre que nous ne pouvons pas tous connaître. Est-elle réellement le principal acteur qui contrôle les grands événements du monde? Les chefs d'État lui obéissent-ils vraiment, au point que les puissances mondiales deviennent des marionnettes manipulées par ce groupe? Et quel est le secret de sa relation avec la société juive? Représente-t-elle une extension philosophique de certains courants juifs spécifiques? Ou bien la ressemblance des symboles n'est-elle qu'une simple coïncidence historique? Si vous souhaitez en savoir plus sur les détails de cette relation complexe, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de recevoir toutes les nouveautés. Les racines de la franc-maçonnerie remontent aux corporations artisanales qui sont apparues en Europe durant le Moyen Âge, telles que celles qui regroupaient les bâtisseurs et les architectes. Ces corporations n'étaient pas de simples regroupements professionnels, mais de véritables institutions fermées, dotées d'un caractère à la fois symbolique et éducatif. Elles transmettaient les secrets du métier d'une génération à l'autre, à travers des rituels précis et des serments solennels qui exaltaient la valeur du secret et de la discipline. L'adhésion à ces corporations se faisait selon des étapes progressives, au cours desquelles les membres apprenaient non seulement les compétences liées à la construction, mais aussi un système symbolique formulé à travers le langage des symboles et des outils, tels que le compas et la règle. Ces outils ont rapidement dépassé leur simple usage professionnel, pour acquérir par la suite des significations philosophiques et spirituelles. Avec le déclin du rôle traditionnel des architectes en Europe, ces regroupements ont commencé à s'ouvrir à de nouvelles catégories de la société. Ils ont ainsi évolué de simples corporations de bâtisseurs vers des loges intellectuelles et philosophiques, connues plus tard sous le nom de franc-maçonnerie symbolique ou philosophique. Leur rôle ne se limitait plus à la construction de murs en pierre. Ils affirmaient désormais chercher à construire l'homme selon des principes qu'ils considéraient comme universels, tels que la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces principes, qu'ils promeuvent conformément à leurs croyances illusoires, ont constitué la base à partir de laquelle ils ont tenté d'attirer les esprits intellectuels, les hommes politiques, les artistes et même certains rois. L'un des aspects les plus étranges et les plus remarquables des débuts de la franc-maçonnerie symbolique est l'utilisation de la lettre G, placée au centre du symbole du compas et de la règle. Cette lettre est restée un sujet de controverse aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des loges. Certains y voient une référence au mot « God », Dieu, tandis que d'autres l'associent à « géométrie », la géométrie. Un troisième courant estime qu'elle symbolise la grande création ou le grand architecte de l'univers, Grand Architect of the Universe. Cette diversité d'interprétations reflète la nature souple et profondément ambiguë de la doctrine maçonnique, qui choisit délibérément de laisser les portes de l'interprétation ouvertes sans jamais révéler explicitement une vérité finale. Cela s'inscrit dans la continuité de leurs croyances illusoires qu'ils s'efforcent de présenter comme des philosophies universelles. La structure interne de la franc-maçonnerie se distingue par une organisation hiérarchique extrêmement précise, qui commence par le grade de l'apprenti, auquel seule une partie très limitée des enseignements est révélée. Vient ensuite le grade de compagnon, à qui l'on accorde un savoir plus large, jusqu'au rang de maître ou master, considéré comme ayant atteint le plus haut niveau de compréhension et d'engagement. Il est largement admis que certaines loges ajoutent des degrés secrets supplémentaires qui dépassent cette hiérarchie officiellement déclarée, ce qui introduit une nouvelle couche de mystère
et de spéculation quant à ce qui est réellement dissimulé en leur sein. Les réunions maçonniques se tiennent dans des lieux appelés loges, qui ressemblent à des salles fermées strictement interdites aux non-membres. Ces espaces sont généralement décorés de symboles et d'outils représentant les différentes étapes de la construction et de la connaissance. Les séances s'ouvrent par des rituels fixes, qui commencent par l'inspection des outils de travail symboliques et se concluent par la prononciation d'un serment de loyauté et de secret. À cette occasion, le membre est tenu de ne divulguer aucun détail de ce qu'il voit ou entend à l'intérieur de la loge, sous peine de sanctions morales et parfois symboliques. L'un des rituels maçonniques les plus étranges réside dans le fait que le nouveau membre est conduit les yeux bandés lors de sa première entrée. Ce geste symbolise son dépouillement de l'ignorance et sa préparation à passer vers la lumière de la connaissance. De nombreux symboles sont également utilisés, comme l'équerre, qui renvoie à la droiture morale, ou encore l'œil, qui voit tout, interprété comme un symbole de la surveillance divine ou de la conscience universelle. Ces rituels, profondément imprégnés de symbolisme et de secret, constituent l'une des principales raisons pour lesquelles la franc-maçonnerie a été, tout au long de l'histoire, objet de méfiance et de soupçon. Ses détracteurs estiment en effet que ce que la loge dissimule dépasse largement ce qu'elle annonce publiquement, et que derrière les slogans de liberté et de fraternité pourraient se cacher des objectifs politiques ou idéologiques non déclarés, ce qui a largement alimenté les théories du complot à travers les siècles. Malgré le caractère public que la franc-maçonnerie a tenté d'imposer à l'époque moderne, à travers la promotion de valeurs telles que la tolérance, le service de l'humanité et l'ouverture culturelle, cette image n'a pas résisté au flot d'accusations qui la poursuivent depuis des siècles. Aux yeux de nombreux observateurs, la franc-maçonnerie s'est transformée d'une simple fraternité en un réseau secret qui agirait dans l'ombre pour diriger les conspirations politiques et économiques les plus complexes. Elle est même parfois accusée d'avoir été à l'origine de grands coups d'État et de révolutions décisives dans l'histoire humaine, telles que la Révolution française et la Révolution américaine. L'une des accusations les plus troublantes adressées à la franc-maçonnerie concerne sa relation non déclarée avec certains courants religieux, en particulier les courants juifs. Les deux parties partageraient l'usage de symboles universels et de secrets obscurs, ce qui a ouvert la voie à des théories considérant la franc-maçonnerie comme un outil d'exécution de visions issues de la Torah, servant un projet plus vaste destiné à se réaliser par étapes à travers la reconfiguration de l'ordre mondial. Bien que de nombreux chercheurs établissent une distinction claire entre la franc-maçonnerie et les religions monothéistes, la similitude de certains rituels et symboles, tels que l'étoile à 6 branches et l'œil qui voit tout, a renforcé ses soupçons et approfondi le climat de doute qui l'entoure. Par ailleurs, un grand nombre de personnalités influentes à travers le monde, hommes politiques, penseurs et artistes, ont adhéré à la franc-maçonnerie. Cela lui a conféré un caractère élitiste, tout en soulevant de sérieuses interrogations quant à sa capacité à s'infiltrer dans les centres de décision et à façonner les politiques internationales depuis l'arrière-scène. Avec la création de l'État d'Israël en 1948, le judaïsme est entré dans une nouvelle phase de transformation, marquée par une tension profonde entre la préservation de l'identité religieuse traditionnelle et l'ouverture imposée par les exigences de la modernité et de l'époque contemporaine. Dans ce contexte, ont émergé 3 grands courants principaux qui structurent aujourd'hui le paysage religieux juif: l'orthodoxie, le courant conservateur et le courant réformé. Le judaïsme orthodoxe est considéré comme le principal dépositaire de l'héritage talmudique et des interprétations traditionnelles de la Torah. Il affirme que la loi juive, qu'elle soit écrite ou orale, est d'origine divine, révélée par Dieu, et non sujette à modification ni à discussion. Les adeptes de ce courant sont perçus comme les héritiers d'une alliance divine éternelle, incluant la promesse du retour du Messie attendu. Cette figure messianique, fortement chargée de sens religieux, est décrite dans certaines interprétations comme pouvant être le faux Messie, l'Antéchrist lui-même, ce qui ouvre la voie à des lectures controversées dépassant le cadre strictement juif pour rejoindre des conflits théologiques plus vastes.
L'orthodoxie se divise elle-même en deux grands courants. Le premier est celui des Haredim, qui représente la forme la plus rigide et la plus stricte. Ils vivent dans des communautés fermées, rejettent les manifestations de la modernité telles que la télévision et Internet et portent des vêtements traditionnels qui les distinguent visuellement du reste de la société. Un grand nombre de jeunes issus de ce courant sont exemptés du service militaire en Israël, car ils considèrent l'étude du Talmud comme un combat sacré, équivalent à la défense de la patrie. Le second courant est celui de l'orthodoxie moderne, qui tente de concilier l'attachement au texte et aux rites religieux avec une ouverture sur la société civile et l'enseignement académique. Malgré cela, elle demeure conservatrice dans sa structure intellectuelle et doctrinale. Parmi les phénomènes marquants apparus au sein de ce courant figure la création du Kollel, un institut religieux destiné aux hommes mariés, consacré à l'étude du Talmud à plein temps, avec l'octroi de rémunérations financières. Cela en fait une sorte d'institution quasi monastique, implantée au cœur même de la modernité. Fait notable, le modèle du Kollel ne s'est pas limité à Israël, mais s'est étendu aux États-Unis. Le Kollel de Lakewood, dans l'État du New Jersey, est ainsi considéré comme l'un des plus grands centres talmudiques orthodoxes au monde. Il accueille des milliers d'étudiants vivant dans une quasi-isolation religieuse, dans une scène qui rappelle fortement le Moyen-Âge, mais qui se déploie paradoxalement au sein d'un monde moderne saturé de technologie et de mutations rapides. À l'opposé de l'orthodoxie se trouve le judaïsme réformé, apparu en Allemagne avant de connaître un essor considérable aux États-Unis. Ce courant prône une libération des contraintes des textes et de la loi religieuse, considérant que la loi juive n'est pas une révélation divine obligatoire, mais plutôt un ensemble de traditions culturelles susceptibles d'être modifiées, adaptées ou même dépassées en fonction de l'évolution de l'être humain et de la société. Dans cette optique, le courant réformé rejette l'idée selon laquelle les rites anciens et la distinction ethnique seraient une condition essentielle de la survie juive. Il appelle au contraire à une intégration complète des Juifs dans les sociétés au sein desquelles ils vivent, estimant que l'identité religieuse doit être en harmonie avec les valeurs libérales modernes. Les traits les plus marquants du judaïsme réformé se manifestent dans ses positions radicales sur des questions longtemps considérées comme tabous dans la pensée juive traditionnelle. Cela inclut l'acceptation totale du mariage homosexuel, la nomination de femmes rabbins et parfois même de femmes d'origine non juive. Ce courant procède également à une réinterprétation des rites religieux afin de les adapter à la sensibilité culturelle occidentale. Certaines synagogues réformées ne comportent pas de séparation entre les sexes, n'obligent pas les hommes à porter la kippa, couvre-chef, et intègrent des musiques et des chants occidentaux dans les prières. Tout cela reflète une transformation profonde de la structure du culte et des pratiques rituelles. Ce courant a été adopté par un grand nombre de juifs américains, en particulier au sein des élites intellectuelles et universitaires, ce qui en a fait l'un des mouvements les plus influents sur le plan politique et culturel aux États-Unis. Il est ainsi devenu l'expression d'un judaïsme libéral, fortement engagé dans des causes telles que les droits de l'homme, la liberté des femmes, l'égalité et la justice sociale. En revanche, il est vivement critiqué par les courants orthodoxes, qui l'accusent d'avoir abandonné l'essence même de la religion et d'avoir vidé le judaïsme de sa profondeur spirituelle et rituelle. La ressemblance apparente entre la franc-maçonnerie et certains courants juifs, en particulier le judaïsme réformé, a suscité une controverse de grande ampleur qui s'est étendue sur de longues décennies. Les symboles utilisés par les francs-maçons, tels que l'étoile à 6 branches, l'œil qui voit tout et la symbolique du temple, ne peuvent être ignorés tant leur correspondance, ou du moins leur ressemblance frappante, avec des symboles religieux juifs est manifeste. Cette convergence symbolique a nourri de nombreuses théories, selon lesquelles la franc-maçonnerie ne serait pas simplement une organisation philosophique indépendante, mais pourrait constituer une extension de certains courants religieux juifs qui auraient cherché à exprimer leurs idées par des moyens non conventionnels et plus ouverts sur le monde. Parmi les courants le plus souvent évoqués dans ce contexte figure le judaïsme réformé,
qui fut l'un des premiers à appeler à la dissociation entre religion et nationalité, et à opérer un passage d'un judaïsme rituel vers une spiritualité rationnelle en phase avec la modernité. Ce courant a adopté des principes proches de ceux défendus par la pensée maçonnique, notamment en ce qui concerne le dépassement des appartenances nationales et religieuses, ainsi que l'appel à la fraternité humaine, à la tolérance et à la coexistence. Ces valeurs reviennent fréquemment dans la littérature des loges maçonniques, conformément à leurs croyances illusoires et aux discours qu'ils s'efforcent de promouvoir. L'un des aspects les plus singuliers dans ce contexte réside dans le fait que certaines figures du judaïsme réformé ont effectivement rejoint des loges maçonniques en Europe et en Amérique, où elles ont joué un rôle actif, allant parfois jusqu'à accéder à des rangs élevés au sein de ces structures. Certains y ont vu une forme de alliance symbolique non déclarée, ou plus précisément, une convergence d'intérêts fondée sur un désir commun de démanteler les structures de l'autorité traditionnelle, qu'elles soient religieuses ou politiques, et de reconfigurer le monde selon un modèle humaniste universel. Ce qui suscite encore davantage l'étonnement, c'est que la franc-maçonnerie, malgré ses slogans laïques, conserve des rituels qui entourent le temple de Salomon d'une aura spirituelle particulière, comme si elle cherchait à raviver un symbole religieux juif au cœur même d'une philosophie qui prétend être humaniste et universelle. Cette contradiction a alimenté de nombreuses critiques et interrogations quant à son impartialité religieuse. Malgré tout, les recherches n'ont pas établi l'existence d'un lien direct ni d'une alliance organisée entre la franc-maçonnerie et le judaïsme réformé ou tout autre courant juif. Il s'agirait plutôt d'un réseau de concepts et de symboles entremêlés, interprétés selon des croyances controversées et donnant lieu à des lectures multiples et souvent divergentes. La position des religions révélées à l'égard de la franc-maçonnerie s'est caractérisée par une fermeté extrême et un rejet catégorique, en raison de ce qu'elles perçoivent comme une menace directe pour les croyances et les valeurs religieuses. Dans l'islam, de nombreuses fatwas ont été émises interdisant l'adhésion à la franc-maçonnerie, la considérant comme une organisation porteuse de rituels obscurs et secrets contraires aux enseignements religieux. Elle est perçue comme un danger pour l'unité et l'intégrité de la foi islamique, notamment parce que ces pratiques incluent des éléments jugés incompatibles avec le monothéisme et les principes fondamentaux de l'islam, en plus d'un degré excessif de secret qui suscite de profonds soupçons quant à ses véritables objectifs. Dans le christianisme, la position a également été claire et tranchée, en particulier de la part de l'Église catholique, qui a formellement interdit la franc-maçonnerie, la considérant comme une organisation en contradiction avec les enseignements chrétiens et conduisant ses membres à prêter allégeance à des structures secrètes plutôt qu'à l'Église. En revanche, les courants protestants ont connu des divisions notables. Certains ont rejeté la franc-maçonnerie et publié des déclarations d'avertissement, tandis que d'autres ont manifesté une certaine tolérance, voire un soutien implicite. Cette diversité de positions a rendu l'attitude du christianisme envers la franc-maçonnerie moins unifiée que celle observée dans l'islam et le catholicisme. La franc-maçonnerie est entrée dans le monde arabe au cours du XIXe siècle, à une période marquée par une relative ouverture sur l'Occident, notamment en Égypte et au Levant. Les loges maçonniques de cette époque étaient extrêmement secrètes et comptaient parmi leurs membres des élites intellectuelles et aristocratiques, qui voyaient dans cette organisation une opportunité de contact avec les idées modernes et les cultures occidentales. Cependant, l'activité de ces loges ne dura pas longtemps. Elle se heurta rapidement à un rejet populaire et religieux intense, la franc-maçonnerie étant perçue comme une menace pour l'identité culturelle et religieuse des sociétés arabes. Elle fut également qualifiée d'instrument de domination et d'influence étrangère, notamment à travers des accusations visant ses tentatives d'infiltration des institutions culturelles et politiques, ainsi que sa volonté de diffuser des idées étrangères au patrimoine arabe et islamique. En conséquence, la majorité des pays arabes ont choisi d'interdire officiellement ces activités et d'imposer des restrictions strictes à ses membres, rendant la présence de la franc-maçonnerie dans la région extrêmement limitée et enveloppée de secrets. Malgré la vaste controverse entourant la franc-maçonnerie,
Son histoire regorge de personnalités éminentes qui ont joué des rôles majeurs dans la formation du monde moderne. Parmi elles figure George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique, qui était membre de loges maçonniques. Cette affiliation a conféré à la franc-maçonnerie une dimension historique et politique significative dans la fondation de l'une des puissances les plus influentes du monde. De même, Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, fut un maçon influent, ayant contribué activement à l'élaboration de la Constitution du nouvel État en s'appuyant sur les valeurs et les principes que la franc-maçonnerie revendique et promeut. De l'autre côté de l'Atlantique, le nom de Simón Bolívar, connu comme le « libérateur de l'Amérique du Sud », s'est également distingué. Lui aussi était membre de la franc-maçonnerie, ce qui a ajouté une couche supplémentaire de mystère au rôle de cette organisation dans les mouvements de libération nationale du XIXe siècle. Le lien de ses dirigeants avec la franc-maçonnerie a alimenté de nombreuses spéculations quant à l'ampleur de l'influence de cette organisation dans la reconfiguration de l'ordre mondial moderne, ainsi que dans ses relations avec les grandes puissances politiques et économiques. Cet aspect demeure l'un des plus intrigants de l'histoire de la franc-maçonnerie. D'un côté, une organisation fondée sur le secret absolu, et de l'autre, des membres issus de la sphère publique, dotés d'une influence considérable dans les domaines de la politique, de la pensée et de l'art. Cette contradiction renforce l'aura de mystère et de controverse entourant ses véritables objectifs, conformément aux croyances et aux récits qu'elle cherche à ancrer dans l'esprit de ses adeptes et des sociétés. Conclusion. En définitive, la franc-maçonnerie et les courants juifs modernes se croisent dans de nombreux symboles et traditions, ce qui soulève des interrogations profondes sur les dimensions de cette convergence énigmatique. Malgré la divergence des contextes et des objectifs, l'univers de la franc-maçonnerie demeure entouré de secrets et de doutes, tandis que les courants juifs contemporains connaissent un conflit interne entre la préservation de l'héritage et l'ouverture aux exigences de la modernité. Ici s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion de suivre davantage de contenu en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche afin de recevoir toutes les nouveautés.